Pour ceux qui ne me connaissent pas, même je pense que tout le monde ne me connaît pas du tout, je suis Lucie, je suis en Master 1 de nanosciences et nanotechnologie à Marseille. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire, avec beaucoup d'originalité, un sujet sur les nanosciences et le nanomonde. On aime bien mettre nano devant tout. Du coup, aussi qu'on allait faire un nanotour parce que ça va être tout petit, parce que c'est très très vaste. Et donc du coup, on va faire un tout petit tour sur ce sujet, parce que moi je trouve ça passionnant. Et j'espère que ça vous nano-intéressera un petit peu. Je vais arrêter toutes les nanoblogs parce que ça va être lourd. Du coup, les nanosciences, de manière générale, c'est un domaine qui est assez peu connu, ou en tout cas, on en a entendu parler, mais ça paraît assez mystique, voire très futuriste, et parfois même effrayant. On a pu le voir notamment avec le Covid, où il y avait les petites périodes de stress. Est-ce qu'il y a des nanopuces dans les masques? Est-ce qu'il y a des nanorobots dans le vaccin qui vont nous contrôler? Alors je ne pourrais pas vous répondre sur ça parce que je n'ai pas étudié ces objets, comme par hasard. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que pour l'instant on est encore tranquille. Du coup, avant de commencer ce nanotour, on va regarder un petit peu les nanodéfinitions. Du coup, nano, ça veut dire nain en grec, et c'est pas du tout je vais un peu sauter. Ce n'est donc pas nano dans la casette de papel, cette fameuse série, et ce n'est pas non plus les cartes SIM nano, ce n'est pas du tout le bon format. Du coup, je disais que le mot nano vient de langue grecque, et c'est du coup un milliardième de mètre, donc c'est beaucoup de zéros après la virgule. Donc c'est vachement petit. Pour vous faire une petite idée, par exemple, vous voyez les petits trous de stylo, c'est 500 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un trait de stylo à bille, c'est 30 000 fois plus fin que l'épaisseur de vos cheveux, ça va être 100 fois plus petit qu'une molécule d'ADN, en général on ne voit pas très bien à l'œil nu, c'est 4 atomes de silicium côte à côte, alors là ça vous devient peut-être un petit peu plus flou. Et par exemple, un petit grain de sable, c'est 1 milliard de nanomètres. Et à titre indicatif, sachez qu'en ce moment, vos cheveux ils poussent de 2 nanomètres par seconde. Vous pourrez calculer le nombre de nanomètres que vous aurez gagné à la fin de la présentation. Donc ça, c'est la définition un peu plus légale. En fait, c'est très difficile à définir parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Du coup, dans le genre, on a marqué que c'est quelque chose dont une des dimensions est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Mais dans la réalité, il y a plein de choses qui dépassent largement les 100 nanomètres, mais qui sont considérées dans les nano-objets, nanosciences, nanotechnologies. Du coup, c'est une définition qu'on nous a fixée, mais qui n'est pas très nette. Donc, désolé, c'est le mieux que je puisse vous donner. Et ensuite, en dessous, 0D, 1D, 2D, c'est le nombre de dimensions. Du coup, c'est assez explicite ce que j'ai écrit. 0 dimension, ça va être juste une petite particule. 1D, ça va être une fibre, un fil d'un composé. 2D, ça va être des feuilles. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler des feuilles de graphène. Bah, ça, c'est du coup un anneau composé à l'étape 2D. Et 3D, ça va être un gros composite. Bon, voilà, je pense que pas besoin d'expliciter plus. Je pense que vous avez à peu près ce que c'est des dimensions. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Qui est, donc, du coup, on va peut-être faire un petit voyage dans le temps. On peut, je répète, on pourrait se demander du coup quelles sont les premières apparitions des nanosciences, parce que ça paraît très récent, et en fait, pas tout à fait. Je vous présente Démocrite, qui est un philosophe à l'époque de la Grèce antique, donc il était vivant vers 400 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même assez longtemps auparavant. Et en fait, il va faire la première notion de nanosciences sans le vouloir. Il ne connaîtra pas évidemment ce domaine, mais il va faire une théorie, il va regarder une plage et il va dire non, en fait, la plage, quand on regarde de loin, c'est un objet, c'est unique, c'est quelque chose de, on dirait presque c'est lisse. Et quand on va sur la plage, qu'on attrape les grains, hop, ça tombe dans nos mains, il y a plein de petits grains, et ce n'est donc pas un objet solide. Et il part donc sur une espèce de théorie qui dit que, selon lui, les objets du quotidien, tout ce qui l'entoure, en fait, ça paraît bien lisse, mais en fait, il va faire la théorie du coup de des toutes petites choses qui vont composer tout le solide et tout ce qui nous entoure. Et il s'avère en fait, qu'il a eu parfaitement raison. C'est ce que la science démontrera bien plus tard. Mais du coup, c'est la première fois qu'on va un petit peu parler
de quelque chose de infiniment petit, invisible à l'œil nu, et qui est voilà, très mystérieux pour eux. Et à la même époque, ils vont faire les premiers nanomatériaux, mais ils ne le savent pas non plus. En fait, la particularité, ça s'appelle la coupe de Lycurgus. Et la particularité de cette coupe, c'est que quand on l'éclaire et qu'elle réfléchit à la lumière, elle est verte. Et quand la lumière, elle la traverse, genre par exemple la lumière à l'intérieur, et bien la couleur, elle devient rouge. Et c'est pas une question de chaleur, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et du coup, bon, il y a eu des études dessus. Et en fait, c'est parce qu'il y a des nanoparticules d'or, d'argent et de cuivre disséminées à l'intérieur du matériau et qui font qu'ils réagissent avec la lumière différemment et donnent des couleurs. Et je vous avoue que le prof dessus nous expliquait mieux ça, il a juste dit c'est des réactions différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, sachez que le même matériau et de la même période, 400 ans de et là, bien plus tard, en 1700, 1800, quelque chose comme ça, il y a Faraday qui va faire une découverte qui va déconcerter. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, on a appelé Faraday, du petit truc. En fait, donc c'est de l'or. Et il s'est rendu compte que son or était devenu rouge. Et il ne savait pas trop pourquoi. Et en fait, dans ses expériences, il a plus ou moins enlevé des particules d'or beaucoup de fois. Et en fait, ça a fini par devenir rouge. La réaction de l'or avec la lumière devenait rouge au lieu d'être doré. Je pense que vous voyez à peu près la couleur de l'or. Et du coup, c'est quelque chose qui paraît très surprenant. Et en fait, c'est une des caractéristiques du nanomonde. C'est qu'en fait, à l'échelle nanométrique, les propriétés physiques qu'on connaît sont vachement différentes, voire même totalement différentes, comme là. En fait, la lumière, c'est l'interaction avec des photons, des énergies, etc. Et bien l'interaction est différente, elle donne une autre couleur. Alors du coup, je vous ai un petit peu menti. Les premiers nanomatériaux qui existent, ben, en fait, ils ont été faits par la planète. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en fait, on est composé de plein de nanomachines dans nos cellules, etc. Il y a plein de trucs qui fonctionnent. Donc on est composé déjà de nano-choses. En fait, notre corps, lui, c'est plein d'atomes. Donc en fait, on est tous un empilement de nano-objets. Et donc, dans la nature, on retrouve des effets nanométriques. Mais en gros, par exemple, le papillon, ce petit papillon qu'on voit à une couleur bleutée, et en fait, c'est pas une couleur comme on le voit habituellement, où c'est une absorption de certaines longueurs d'onde qui ont fait apparaître une autre. Ça, c'est la couleur bleue qu'on connaît. En fait, cette couleur-là, elle est très spécifique. C'est une couleur qu'on appelle couleur structurale. Et en fait, je pense que vous voyez, il y a plein de petites lames comme ça. Et en fait, ce sont la couleur, elle existe parce qu'il y a des diffractions différentes de la lumière. Il va y avoir des interférences entre les différents raies de lumière qui vont taper les différentes touches. Sinon, il me semble, de différents indices de réfraction, ça fait des interférences entre toutes ces petites longueurs d'onde. Et du coup, on obtient une lumière structurale. Et c'est donc un bleu qui n'existe pas vraiment réellement. Je ne sais pas mieux vous expliquer que ça. Et du coup, c'est une couleur qui n'est pas du tout créée de la même manière que ce qu'on connaît habituellement. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est une patte de gecko. Vous avez peut-être déjà demandé comment ils pouvaient marcher au plafond. En fait, leurs pattes sont constituées de plein de nano-fibres qui sont divisées en nanofibres, qui sont divisées en nanofibres, qui sont divisées et qui ont des tout petits trucs plats. Et c'est ça qui va se coller. Alors c'est grâce aux interactions faibles qui normalement ne sont pas du tout prédominantes. Et en fait, il y a tellement d'interactions faibles que c'est ça qui leur permet de se coller au plafond et de supporter leur poids. Parce qu'il y a eu tellement de toutes petites trucs là que sur l'addition de toutes ces interactions permet de les coller au plafond. Voilà. Ah, c'est à peu près. Alors, on peut se demander du coup pourquoi des propriétés différentes quand on va à l'échelle du nanomonde. J'ai un prof qui nous a dit, en gros, la surface, c'est le diable. Genre Dieu a créé la matière et le diable a créé la surface. En fait, en gros, prenez cet objet, un être humain. Je suis composée de plein d'atomes, plein de nano-objets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, si on regarde la constitution de ces atomes,
on va dire qu'il y a à peu près 5% de mes atomes qui sont à la surface et 95% des atomes qui sont à l'intérieur, qui n'interagissent pas avec l'extérieur. Donc la dominante de mon corps, ça va être des interactions avec les atomes de l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ce n'est pas du tout la majorité. Et quand on arrive dans le nanomonde, en fait, le volume, le ratio surface sur volume, il change énormément. Et du coup, là, on peut voir que sur ce petit dessin, tous les atomes de la surface et les atomes blancs, ils sont devenus une majorité par rapport aux atomes dits de cœur. Et du coup, ça va être leurs interactions à eux qui vont prédominer sur l'entièreté de l'objet. Donc du coup, comme ils ont des interactions différentes, la surface avec l'extérieur, c'est eux qui vont créer des nouvelles propriétés qu'on ne connaît pas forcément et qui vont créer du coup que l'or devient rouge à l'échelle nanométrique. Je ne sais plus ce que c'est. Et là, c'est une petite sphère de dioxyde de titane. Et du coup, maintenant que je vous ai un peu expliqué pourquoi il y a des différences, je vais juste vous parler de quelques applications des nanos, parce que ça paraît très futuriste, mais en fait, ça touche déjà beaucoup de choses de notre quotidien et beaucoup de choses dans nos vies. Si on voit c'est une petite tête sur les disques durs, parce qu'il y a tout le monde comme ça qui va lire votre disque dur. C'est. Ah, si, je l'appelle. 200 micromètres, je crois. J'arrive pas à tout lire. Je vais pas noter sur mon papier. C'est quelque chose de très petit. Et ça va tourner extrêmement vite au-dessus du disque dur. Et pour vous faire une idée de l'échelle à laquelle ça correspond, imaginez que vous avez un avion, genre un truc comme ça, je ne sais plus le nom, un gros avion qui tourne à 10 cm du sol et qui fait une vitesse extrême avec ça du sol. Ça paraît énorme, et bien cet objet-là, il fait à peu près l'équivalent en fait en termes de proportions et en tournant autour du disque dur. Et à droite, on a ce qu'on appelle des quantum dots, et c'est juste une interaction avec la lumière spécifique et des réarrangements électroniques, mais c'est un peu galère à expliquer. D'autres applications, c'est tout ce que je vous montrais, des jolies images, avec des nanophiles, du graphène, et là c'est des nanoparticules d'or. Donc en fait, c'est juste pour montrer qu'on peut faire plusieurs formes de nanoparticules. Voilà, c'est pas énorme, c'est juste pour montrer. Et du coup, il y a d'autres exemples d'applications que je vais vous illustrer. Mais en fait, on en a dans nos produits quotidiens. Il y a par exemple des nanoparticules dans le dentifrice et la crème solaire. Alors, ne partez pas en hurlant, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger a priori. Même en fait, il y a beaucoup d'études, il n'y a pas de danger. C'est du dioxyde de titane qui interagit avec pas beaucoup de choses. Dans la crème solaire notamment, il permet en fait de bloquer les UV, donc c'est ça qui vous protège. L'antifrice, j'ai un peu oublié, je crois que ça sert à blanchir les dents, mais je ne suis pas sûre. Dans les hôpitaux, toutes les poignées quasiment de la plupart des hôpitaux, elles ont des nanoparticules d'argent sur les poignées, sur beaucoup de matériel. Ça permet en fait de rendre l'eau stérile, c'est ça, qui tue les bactéries et les microbes, etc. Et donc c'est ça qui permet de rendre les lieux un peu plus sains aussi. Et les hôpitaux sont devoir se laver les mains absolument tout le temps, même s'ils le font bien. Il y en a dans les pneus, il y a des couleurs structurales qui ont été copiées sur l'image du papillon pour faire des voitures avec une couleur qui ne reflète pas la lumière. Il y a des trucs un peu perchés, on va dire. Ils ont essayé de recréer à peu près ça et ils ont réussi. On a entendu parler de deux choses, je pense quasiment tout le monde. Il y a les nanomédicaments par exemple. En fait, en général, c'est vraiment juste la taille qui fait que c'est considéré comme une nanoscience, une nanotechnologie. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est quelque chose de très simple, c'est vraiment des liposomes ou des choses comme ça, ce qui est naturellement dans notre corps, qui est utilisé pour repérer en général. La plupart des applications, c'est pour les cancers. C'est pour trouver les cancers, délivrer un produit particulier et tenter d'éradiquer la cellule cancéreuse. Et il y a aussi un dernier objet dont on a entendu parler un petit peu tout à l'heure. On appelle ça des nanorobots. Et alors là, moi je me rappelle que je me disais, quoi? Il y a des nanomachines avec des petites pinces comme ça. En fait, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de nanorobots motorisés comme on imagine. Les nanorobots, c'est, par exemple, on a vu en cours, comment on peut décrire ça?
ça va être un petit brin d'ARN associé à un détecteur qui va aller trouver une cellule spécifique. Et en fait, c'est considéré comme nanorobot parce qu'il va effectuer un travail sur une partie de l'ADN pour le détecter, mais ça se fait tout seul, mais c'est pas un robot qu'on manipule à distance. Pour l'instant, les nanorobots qu'on utilise, c'est ça. Et du coup, merci de votre attention.